Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Voici les principales articulations de l'actualité de ce mardi. En République démocratique du Congo, aucun accord extérieur ne peut prévaloir sur une attente interne entre Congolais. C'est la réaction de Martin Fayulu à la signature de la feuille de route le week-end dernier entre Kinshasa et la FC M23 à Doha au Qatar. Le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement a de nouveau, dans un message adressé aux Congolais ce mardi, invité le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a convoqué urgemment un dialogue national. La table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes a débuté ce mardi 18 novembre sous de fortes attentes. Jeunes Congolais et entrepreneurs espèrent y voir émerger des solutions concrètes pour faciliter l'accès à l'emploi, renforcer l'accompagnement des initiatives et structurer un véritable écosystème entrepreneurial en République démocratique du Congo. À l'étranger, au Cameroun, cette fois-ci le Cameroun qui s'apprête à réviser sa loi sur l'investissement privé adoptée en 2013 après avoir mobilisé un peu moins de 8 milliards de francs CFA et créé environ 177 000 emplois grâce à plus de 400 accords d'investissement. Malgré ces résultats, le gouvernement reconnaît des lacunes en matière d'efficacité et de coûts budgétaires, incitant à une réforme qui centrera les initiatives de secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'agriculture, l'énergie et la santé. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue dans le journal. Et vous êtes 2 millions à nous suivre à travers le monde, à travers nos plateformes numériques. Bienvenue, vous êtes bien sur Géopolis Télévision. Aucun accord extérieur ne peut prévaloir sur une attente interne entre Congolais. C'est la réaction de Martin Fayulu Madidi à la signature de la feuille de route le week-end dernier entre Kinshasa et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du M23, la rébellion qui occupe une bonne partie du territoire national. Le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayulu, a de nouveau, dans un message adressé aux Congolais ce mardi, invité le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, à convoquer un dialogue national. Didier Ilunga pour le reportage. Dans un message adressé ce mardi à la population congolaise, l'opposant Martin Fayulu a vivement critiqué la signature par Kinshasa d'un accord cadre avec le mouvement rebelle l'AFC M23. J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Pour le président de l'ECD, la résolution de la crise congolaise passe nécessairement par la tenue d'un dialogue inclusif entre Congolais. Il renouvelle ainsi son appel au président Félix Tshisekedi pour la convocation urgente de ce dialogue national. J'en appelle à monsieur Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Martin Fayulu exhorte également les Congolais à s'unir afin de préserver l'intégrité territoriale du pays, aujourd'hui menacé par les tensions persistantes dans l'Est. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit s'élever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire, l'intégrité territoriale du Congo. Prévu initialement pour lundi, le message de l'opposant a été reporté d'un jour en raison du retour à Kinshasa des léopards seniors de football.
Ces derniers victorieux la veille face aux Nigériens entretiennent désormais l'espoir de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, une performance qui ravive la fierté nationale. Et à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, justement, qui a déclaré, en tout cas recevable au cours d'une plénière organisée le lundi du 7 novembre 2025, le projet de loi portant reddition de comptes de l'exercice 2024 présenté par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likoundé Libotaï. À la majorité, les députés ont voté à l'unanimité pour que les préoccupations soulevées soient traitées au niveau de la commission économico-financière de l'institution. Regardez. Le projet de loi portant réédition des comptes de l'exercice budgétaire 2024 a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale lors d'une plénière tenue lundi au Palais du Peuple. Saluant l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en faveur d'une gestion saine des finances publiques, ainsi que pour son engagement constant à défendre la patrie, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likoundé, a ensuite décrit le contexte de l'exercice du budget 2024, marqué par des défis sécuritaires majeurs, notamment l'aggravation de la situation sécuritaire dans le Kivu et dans le Mai-Ndombe avec l'activisme des Mobondo, le programme économique soutenu par les fonds monétaires internationaux renforçant les exigences de crédibilité et de transparence, le ralentissement de l'activité économique au niveau mondial à la suite de la guerre russo-ukrainienne. Il ressort de cette description que le taux de croissance du PIB établi à 2,5% contre 8,6% en 2023 et la maîtrise de l'inflation moyenne à 17,7% contre 23% en 2023. S'agissant des dépassements budgétaires, le ministre Doudou Fwamba a indiqué que ces dépassements sont souvent les résultats des mouvements des crédits, virements, transferts autorisés par la loi. Il a expliqué que les dépassements sur certaines lignes de dépenses courantes résultent de la pression des dépenses sécuritaires et diplomatiques liées à la crise de l'Est, signalant que le texte est désormais transmis à la commission ECOFIN pour examen approfondi avant son retour en plénière pour adoption. La table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes a débuté ce mardi 18 novembre sur des portes fortes d'attente, je le disais au sommaire de cette journal. Jeunesse congolaise et entrepreneurs, en tout cas, espèrent y voir émerger des solutions concrètes pour faciliter l'accès à l'emploi, renforcer l'accompagnement des initiatives et structurer surtout un véritable écosystème entrepreneurial en République démocratique du Congo. Daniela Kalala pour le reportage. Je me réjouis de prendre la parole ce jour à l'ouverture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. C'est ce mardi 18 novembre qu'a débuté la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Un rendez-vous très attendu par les jeunes, les entrepreneurs congolais et les acteurs économiques. Tous espèrent y obtenir de réponses concrètes face au chômage persistant de jeunes en RDC. Si le président a vraiment promis la création de l'emploi pour les jeunes, ça sera vraiment un avantage pour nous parce qu'il y a beaucoup de diplômés, beaucoup de licenciés même, dont ils finissent les études, il n'y a pas d'emploi vraiment. Ça sera une très bonne idée si le président vraiment peut nous aider avec la création des emplois vraiment. Pour l'initiative, on est bien, le chef de l'État, le ministre, on a commune de ville à Kinshasa d'abord. Et dans chaque commune, on va créer un emploi pour aider les jeunes. L'État est capable de faire ça. C'est une gravité. La menuiserie, cordonnerie, maçonnerie, il y a beaucoup de services aux jeunes, il y a beaucoup. Non, ce qui l'État a moyen, quoi, type, il y a des normes qui batongi si kamukuni na commune kingani. Pour l'entrepreneur Mathieu Kalembalou Bilangi, il est essentiel que cette rencontre devienne un véritable espace de transformation. Il rappelle également que sans entrepreneuriat, il peut y avoir des créations d'emplois durables pour la jeunesse congolaise. Pour moi, les regards que je porte sur cette table ronde consacrée à l'emploi et à l'entrepreneuriat, c'est que de faire de ces lieux un lieu de changement de mentalité, d'initiation, et surtout faire comprendre aux jeunes que sans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'emploi.
S'il y a des mesures concrètes qui devraient sortir de cette rencontre, de penser aux réformes dans les domaines de la fiscalité, investir dans la formation des jeunes. C'est cette lourdeur administrative dans les processus d'accès au crédit. Cette table ronde est par ailleurs perçue comme une opportunité de mieux structurer l'écosystème entrepreneurial congolais, encore handicapé par le manque de formation spécialisée, la rareté des incubateurs et la difficulté d'accès au financement. Enfin, soutiennent certains observateurs, la population congolaise attend une collaboration plus active entre l'État, les secteurs privés et le partenaire technique afin d'offrir à la jeunesse de perspectives solides et un environnement propice à l'innovation. Restons à Kinshasa pour aller à la primature justement où la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu ce mardi 18 novembre à Kinshasa une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au centre de discussion, la situation de plus de 500 000 réfugiés présents en RDC et les attentes du gouvernement vis-à-vis du HCR appelé à rendre son action plus visible et plus efficace sur le terrain. Dans mon matin. À la primature, ce mardi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec une délégation du HCR conduite par les directeurs du bureau régional Abdouraouf Nokondé. Une rencontre axée sur l'urgence humanitaire et sur les défis croissants liés aux réfugiés et déplacés en République démocratique du Congo. Il y a un rôle qui a été de facilitation qui a été accordé au commissariat des Nations Unies dans les différents mécanismes et négociations en cours, que ce soit donc le processus de négociation en cours à Doha et puis les discussions au niveau de Washington. Il y a un rôle conféré au HCR, mais pas que le HCR, aussi au CICR et à la MONUSCO. Donc par rapport à tous ces engagements, il est de bon ton de venir rencontrer les autorités, échanger avec elles, faire un peu le point de ce qui est en train d'être fait et constater avec elles un peu donc les défis s'il y en a, et trouver des solutions pour pouvoir avancer. Pour le responsable régional, ces dialogues directs avec la chef du gouvernement étaient indispensables pour dresser un état de lieu clair des actions en cours, des obstacles persistants et des solutions à envisager. Il rappelle que le HCR veut intensifier ses efforts, notamment à travers les commissions tripartites réunissant pays d'origine, pays d'asile et Nations Unies, essentielles pour organiser les retours volontaires de populations déplacées dans l'Est. Sur la table des chiffres qui donnent la mesure de la situation. La RDC accueille aujourd'hui près de 510 millions de réfugiés venus pour la majorité du Rwanda, mais aussi d'autres pays de la région. À l'inverse, 1,2 million de ressortissants congolais vivent eux-mêmes en exil, principalement en Ouganda et au Rwanda. Le directeur régional a reconnu la nécessité de redoubler d'efforts. Il insiste, les HCR ne se limitent pas à faciliter les retours des déplacés, il œuvre aussi pour leur réintégration sociale et économique en appui aux États concernés et dans les respects de lois en vigueur. Dans un contexte sécuritaire fragile, alors que de nombreuses familles restent déracinées, depuis des années, le gouvernement congolais demande désormais des résultats concrets sur les terrains et une organisation plus étroite avec ses partenaires. Restons à la primature où la première ministre Judith Suminwa a lancé lundi un atelier national consacré au programme sino-congolais, une rencontre stratégique pour clarifier le cadre juridique, renforcer la transparence et améliorer l'impact du projet Ressources contre infrastructures. Reportage. La première ministre Judith Suminwa a présidé ce lundi l'ouverture de l'atelier national de concertation sur le programme sino-congolais, un dispositif stratégique de coopération, ressources contre infrastructures en RDC. L'événement qui rassemble les ministères concernés, le régie financière et l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration vise à harmoniser les pratiques et clarifier les procédures pour la mise en œuvre de la loi numéro 14/005 de 2014. Dans son allocution, la chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de renforcer la transparence et l'efficacité de ces partenariats stratégiques tout en préservant ses acquis. L'objectif de cette rencontre n'est pas de remettre en cause les acquis de notre partenariat, mais au contraire, de le rendre plus performant, transparent et équilibré. Il s'agit de clarifier les procédures, d'harmoniser les interprétations et d'adopter les arrêtés interministériels d'application qui permettront de rendre pleinement opérationnelle
la loi numéro 14/005 de 2014. Le programme sino-congolais, relancé et rééquilibré en 2024, repose notamment sur le projet SICOMINE, considéré comme un moteur majeur du développement national. Selon Freddy Yodi Shembo, directeur général de l'APSCS, directeur général de l'APCSC, cet atelier constitue un moment de haute portée institutionnelle et doit permettre de concrétiser les ambitions du gouvernement, infrastructures modernes, création d'emplois, formation des jeunes et amélioration du bien-être collectif. L'avenant numéro 5, issu d'une renégociation mûrement réfléchie et souveraine, et survenu au mois de mars de l'année dernière, est venu marquer une avancée significative dans la mise en œuvre du programme sino-congolais, si stratégique pour la République, en harmonisant le régime d'exonération, en clarifiant les engagements des partis et en sécurisant la gouvernance de ces projets. Cet avenant pourra se transformer en un mécanisme utile, un levier structurant, capable de soutenir durablement la construction des infrastructures de base indispensables pour le progrès de notre chère nation. La rencontre se veut ainsi un cadre de concertation renforcé entre l'État et ses partenaires privés pour garantir que l'exploitation des ressources naturelles contribue véritablement au développement durable de la RDC. Et puis, informations de dernière minute qui viennent toujours de la primature. La première ministre Judith Suminwa qui a présenté ce mardi à l'Assemblée nationale le projet de budget pour l'exercice 2026 fixé à 59,021 milliards de francs congolais en progression de 16% par rapport à 2025. Le budget prévoit également des priorités dans la sécurité qui osent 11,896 milliards de francs congolais sont consacrés à l'économie et les infrastructures avec un peu moins de 12 milliards de francs congolais, l'éducation avec 6,657 milliards de francs congolais, la santé avec 5,579 milliards de francs congolais et la protection sociale avec 1,211 milliards de francs congolais. Le Parlement devra désormais examiner et approuver ce projet de loi de finances pour permettre la promulgation par le chef de l'État, vous le savez, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. Information à suivre dans nos prochaines éditions avec force détail. On enchaîne avec plus de peur que de mal, servir la nation jusqu'au sacrifice suprême reste le leitmotiv qui guide l'action de Louis Watum Kabamba, ministre de Mines. Malgré l'accident aérien survenu à l'aéroport de Kolwezi dans les Lualaba lundi du 7 novembre dernier, le ministre Watum poursuit sans désemparer dans la province du Lualaba après un moment d'immersion dans l'artisanat minier et de réconfort moral avec les familles de victimes du drame de Moulonda. Le ministre est allé au chevet de blessés hospitalisés dans les hôpitaux avant d'annoncer la création de 64 nouvelles zones d'exploitation minière artisanale. Servir la nation jusqu'au sacrifice suprême, c'est le leitmotiv qui guide l'action de son Excellence, M. Louis Watum Kabamba, ministre national des Mines, fidèle à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce lundi 17 novembre 2025, à 11h locales, un accident aérien survient à l'aéroport de Kolwezi. Un appareil affrété auprès de la compagnie Airjet en mission urgente pour le ministère de Mines connaît un atterrissage difficile. Aucune perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels. Le ministre et toute sa délégation en sortent indemnes. Pourtant, malgré cet incident, le ministre Louis Watum Kabamba ne déroge pas à sa mission. Une mission cruciale consécutive au drame qui a frappé le 15 novembre dernier le site minier de Moulondo, causant plusieurs dizaines de morts. À peine arrivé après cet incident aérien, le ministre se rend au gouvernorat. Autour de la table, le conseiller principal du chef de l'État au collège des mines, Jean-Marie Kanda, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, les responsables des structures sous tutelle et les coopératives minières. Le ministre y présente, au nom du président de la République et du gouvernement souminois, les condoléances aux familles éplorées.
Il réaffirme la détermination du gouvernement à mieux encadrer l'exploitation minière artisanale. Un message fort accompagné d'une annonce majeure. Plus de 64 zones d'exploitation artisanale viables sont déjà identifiées, les arrêtés ministériels déjà signés. Une avancée saluée par l'ensemble des exploitants artisanaux qui n'attendent que cette nouvelle depuis plusieurs années. L'équipe qui est en face de vous, de l'administration minière, que j'ai le privilège de diriger, s'est mise au travail sous beaucoup de pression pour que nous allions vers finalement la présentation de toutes ces ZEA viables dont vous avez besoin. Je peux vous dire officiellement aujourd'hui qu'il y a au moins 64 ZEA qui ont été dégagés pour vous. La journée se poursuit avec un conseil provincial de sécurité élargi à la délégation du ministère des Mines. Un rapport provisoire est présenté, selon lequel 35 décès confirmés, dont 2 déjà enterrés et 2 blessés encore pris en charge à l'hôpital général de Mwangeji. Le ministre rappelle alors les instructions fermes du président de la République et précise que toute personne impliquée dans ce drame devra répondre de ses actes. Les sanctions tomberont après le rapport final. Enfin, dans un geste d'humanisme et de proximité, la délégation conduite par le ministre Louis Watum Kabamba se rend à l'hôpital général de Mwangeji. Objectif, réconforter les blessés et témoigner la solidarité du gouvernement. Une journée d'épreuve, mais aussi une journée d'engagement. Un engagement constant pour la vie, pour la dignité et pour la sécurité des Congolais. Restons dans la zone sud-est de la RDC pour parler justement du transport. Après un mois d'interruption, le trafic ferroviaire de trains marchandises a repris sur l'axe Kananga-Lubumbashi. Cette relance annoncée par la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC est désormais effective et bénéfique pour les opérateurs économiques et la population locale. Elle vise le désengorgement des transports de marchandises dans cette zone stratégique. Myriam Likio, Dieudonné Bonali pour le reportage. La reprise du train de marchandises sur les tronçons Kananga-Lubumbashi, après un mois d'arrêt, marque important pour l'économie nationale. Dans un pays où les routes sont souvent en mauvais état et où le transport reste coûteux, le rail demeure un moyen efficace de désengorger la chaîne d'approvisionnement. Cet arrêt survenu depuis le mois d'octobre avait provoqué des retards dans la livraison de marchandises, affectant directement commerçants, distributeurs et consommateurs. La relance du trafic ferroviaire est donc perçue comme un ouf de soulagement ou plus concrètement comme une nécessité vitale pour alléger les coûts logistiques et stabiliser les prix sur le marché. Mais au-delà de la reprise, cette situation soulève aussi la question de la fiabilité des infrastructures ferroviaires. Un mois d'interruption sur un axe aussi stratégique n'est pas anodin. Il est donc urgent d'investir dans la modernisation du réseau et la maintenance régulière pour éviter d'autres arrêts inattendus. En définitive, le retour du train de marchandises entre Kananga et Lubumbashi redonne espoir à de nombreux acteurs économiques. Mais pour que ce rendement soit durable, il faudra plus qu'une reprise ponctuelle. Retour sur Kinshasa où à l'occasion de la journée mondiale de la prématurité, les professionnels de la néonatologie se sont réunis aujourd'hui à Kinshasa pour un congrès national, un rendez-vous majeur alors que la prématurité reste l'une des principales causes de mortalité infantile en République démocratique du Congo. Le gouvernement annonce lui de nouvelles mesures pour améliorer la prise en charge de nouveau-nés les plus fragiles dans mon mat pour le reportage. À Kinshasa, ils sont venus de tout le pays pour échanger autour d'un même combat, sauver davantage de bébés nés trop tôt. À l'occasion de la journée mondiale de la prématurité, un congrès national réunit médecins, sages-femmes et spécialistes de la néonatologie. Face à eux, le ministre de la Santé rappelle l'urgence. La prématurité reste l'une des premières causes de mortalité infantile en RDC. Les premières heures de vie, dit-il, sont décisives pour l'avenir physique et cognitif de l'enfant. Pour améliorer cette prise en charge, plusieurs réformes sont en cours. Lever des barrières financières pour le soin maternel, taxation de 2% sur le produit importé pour financer du matériel vital comme le couveuse ou le respirateur et bientôt l'assurance maladie obligatoire. Autant d'efforts pour bâtir un système de santé plus accessible. Le gouvernement mise aussi sur la formation, déploiement des centres de simulation et stages spécialisés au Maroc pour renforcer les compétences du personnel soignant. Autre avancée saluée aujourd'hui, la création de la Société congolaise des néonatologies, un outil destiné à harmoniser
harmoniser les pratiques et soutenir la recherche. Mais les défis restent immenses. L'espérance de vie en RDC demeure inférieure à la moyenne africaine et la mortalité maternelle et infantile reste élevée. D'où l'appel du ministre, construire ensemble un système de santé plus équitable. Les travaux se poursuivront jusqu'à mercredi avec un objectif clair, définir un modèle national adapté aux réalités congolaises pour mieux protéger les enfants les plus vulnérables de leurs premiers instants de vie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité nationale, cette fois-ci alors à l'étranger. Au Cameroun, le Cameroun qui s'apprête à réviser sa loi sur l'investissement, je le disais au sommaire, l'investissement privé adopté en 2013 avec comme avoir mobilisé plus de 7500 milliards de francs CFA et créé 168 milliards d'emplois grâce à 424 accords d'investissement. Malgré le résultat, le gouvernement reconnaît cette fois-ci de lacunes en matière d'efficacité et de coûts budgétaires, incitant à une réforme qui recentrera les incitations sur des secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'agriculture, l'énergie et la santé. Au Cameroun, le gouvernement engage une révision majeure de la loi sur l'investissement privé en vigueur depuis 2013. Selon les autorités, ce dispositif aurait permis de créer 168 000 emplois et de mobiliser près de 7,5 milliards de francs CFA à travers 424 accords d'investissement. Mais à l'occasion de la présentation du nouveau projet de loi devant les parlementaires, le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Mey, a plaidé pour un système plus ciblé, recentré sur des secteurs stratégiques comme l'industrie, l'agriculture, l'énergie et la santé. Malgré des résultats notables, le gouvernement reconnaît que les performances de la loi restent en dessous des objectifs initiaux. Les incitations fiscales ont parfois bénéficié à des secteurs à faibles impacts économiques, tandis que leurs coûts pour l'État demeurent élevés. En 2023, les dépenses fiscales totales ont atteint 449,4 milliards de francs CFA, dont 113,5 milliards directement liés aux incitations à l'investissement privé, soit un quart du total. Le FMI appelle le Cameroun à rationaliser ces mécanismes afin de renforcer leur efficacité tout en préservant l'attractivité du pays pour les investisseurs. La réforme en cours vise ainsi à mieux orienter les incitations, à renforcer le contrôle et à maximiser les retombées économiques réelles. Pour le gouvernement, il s'agit de garantir que l'investissement privé devienne un véritable levier de transformation capable de stimuler la production nationale, d'accroître la compétitivité et de générer des emplois durables dans les secteurs prioritaires. Une réorientation stratégique jugée essentielle pour aligner les ambitions du Cameroun sur les besoins actuels de son économie. Et quittons l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest où le gouvernement fédéral du Nigeria a annoncé jeudi 13 novembre 2025 le lancement en décembre prochain du Fonds d'investissement pour le contenu local au Nigeria, NCIF, un mécanisme de financement destiné à renforcer les entreprises locales et du secteur plutôt pétrolier et gazier. Le Nigeria franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de valorisation du contenu local dans le secteur pétrolier et gazier. Le gouvernement fédéral a annoncé pour le mois de décembre le lancement du Fonds d'investissement pour le contenu local nigérien, le NCIF, un mécanisme stratégique destiné à renforcer les entreprises nationales et à leur donner les moyens de rivaliser avec les grands acteurs internationaux grâce à l'injection de capitaux à risque sur le long terme. Ce fonds vise à soutenir les sociétés opérant dans des segments à forte valeur ajoutée, ingénierie, services spécialisés, fabrication d'équipements. L'objectif est clair, bâtir une industrie locale plus robuste, capable d'assurer des prestations aujourd'hui largement confiées à des entreprises étrangères et de conserver davantage des richesses créées sur le territoire.
Dans un contexte marqué par la volatilité des prix du pétrole en 2024, le NCIF apparaît comme une réponse structurelle aux vulnérabilités du secteur. Le gouvernement ambitionne de porter le taux de contenu local à 70% d'ici 2027, un cap qui témoigne de la volonté d'accélérer la montée en compétences de l'industrie nigériane. Une stratégie qui pourrait repositionner le pays comme acteur plus autonome, compétitif et innovant sur la scène énergétique mondiale. C'est avec ce reportage de Gigi Nende que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de vous quitter, je vous convie de suivre cette revue de presse avec Domomat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue avec la tempête des tropiques qui souligne que l'accord cadre conclu le 15 novembre 2025 à Doha entre le gouvernement congolais et l'FCM23 et par lequel les deux parties s'engagent à un cessez-le-feu permanent peine déjà à se traduire sur le terrain. Le rebelle, soutenu militairement par le Rwanda et occupant une partie des provinces du Nord et Sud Kivu, en effet lancé le week-end dernier de nouvelles attaques contre l'opposition des FARDC et de Ouazalendo. Le potentiel aborde plutôt la question diplomatique et institutionnelle. Le 17 novembre 2025, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a animé un briefing au studio Mamangebi. À ses côtés, pour la première fois depuis sa nomination, Floribert Anzoulouni, ministre de l'Intégration régionale, a présenté les enjeux du 9e sommet des chefs d'État de la CRGL. Le tabloïd souligne qu'Anzoulouni a insisté sur la responsabilité de la RDC, la présidence du président Félix Tshisekedi pour œuvrer à la paix et à la stabilité dans une région historiquement marquée par les tensions, tout en clarifiant le rôle diplomatique du pays dans la résolution des conflits de l'Est. Enfin, Info 27 et l'agence congolaise de presse mettent en lumière un autre aspect, celui de l'unité et de la fierté nationale retrouvée grâce au sport. Kinshasa a vibré dimanche 16 novembre au rythme de la victoire sportive. Après leur qualification pour le barrage intercontinental de la Coupe du Monde 2026, les Léopards Senior Foot sont revenus triomphalement dans la capitale, acclamés par des milliers de Congolais, depuis l'aéroport d'Ndjili jusqu'au stade de Martyrs. Selon l'agence congolaise de presse, le président Félix Tshisekedi et la première dame Denise Nyakeru ont invité le Congolais de toutes les provinces à faire bloc derrière l'équipe nationale, rappelant que les Léopards doivent comprendre que tout le monde est derrière eux. La mobilisation sur tous les territoires, y compris dans les zones encore sous occupation, illustre, selon le tabloïd, la cohésion et la résilience d'une nation capable de se rassembler derrière ses héros. Fin de la revue de presse. Au revoir. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité, dont voici les principales articulations de ce journal. Aucun accord extérieur ne peut prévaloir sur un consensus interne entre Congolais, plutôt la réaction de Martin Fayulu à la signature de la feuille de route le week-end dernier entre Kinshasa et la FCM23. Le président de l'ECD a de nouveau, dans un message adressé aux Congolais ce mardi, invité le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à convoquer un dialogue national. Vous avez suivi les détails dans cette édition d'information. À la une également, c'était la question de la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes qui a débuté ce mardi à Kinshasa sous les fortes attentes. Jeunes Congolais et entrepreneurs espèrent y voir émerger des solutions concrètes pour faciliter l'accès à l'emploi et renforcer l'accompagnement des initiatives et structurer véritablement des écosystèmes entrepreneuriaux en République démocratique du Congo. Et à l'étranger, nous sommes allés au Cameroun, où le Cameroun qui s'apprête justement à réviser sa loi sur l'investissement privé adoptée en 2013 après avoir mobilisé un peu plus de 8 milliards de francs CFA et de créer plus de 175 000 emplois grâce à plus de 400 accords d'investissement. Mais malgré ces résultats, le gouvernement reconnaît des lacunes en matière d'efficacité du coût budgétaire, incitant à une réforme qui recentrera des initiatives sur des secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'agriculture, l'énergie et la santé. Voilà tout pour les titres. À très bientôt sur nos programmes. Restez branchés à Géopolis Télévision.
journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.